J'ai beaucoup aimé la musique via ma mère. Je la suivais dans les baptêmes, dans le mariage. Comme elle, sa maman était une grande star dans le Wassoulou. Je chantais dans la rue, j'étais tellement bien dans la rue. Je ne m'attendais pas à un succès, mais bon, c'est venu. J'habite au Mali, j'habite en France, j'habite aux États-Unis, mais j'aime bien vivre en Afrique. Et c'est l'Afrique qui m'inspire beaucoup. Ma première connexion avec un instrument a été avec le violoncelle à l'âge de 4 ans. Et ensuite, j'ai voulu commencer le violon à l'âge de 8 ans. C'est mes compagnons de vie, mon violon et mon violoncelle, donc j'en ai besoin tout le temps. Dans cet album, je vous emmène dans plein d'époques et de pays différents. Du XVIe siècle, Enya, les Cranberries, au Titanic. Donc c'est un vrai voyage à travers tout cet univers. Cette semaine, dans le Paris des Arts, une rencontre lumineuse avec une virtuose du violon et du violoncelle. Camille Berthollet nous présente son nouvel album solo. Dans notre coup de cœur, vous pourrez admirer des œuvres sur papier inédites de Pierre Soulages au Musée du Luxembourg. Mais tout de suite, on va rejoindre l'une des plus grandes divas du Mali, Oumou Sangaré, est notre invitée. Oumou! Je suis ravie de revoir tout. C'est cool. Ravie de te retrouver à Château-Rouge. Moi aussi, je suis très ravie de vous revoir. Voilà. C'est vous qui avez choisi le quartier. Merci. Prête-moi un bain de foule. Allez, on y va. On y va. On y va. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce quartier? Qu'est-ce qui vous plaît ici dans ce quartier? Ce qui me plaît dans Château-Rouge, vous savez, quand tu rentres dans Château-Rouge, vraiment, c'est comme si tu es en Afrique. Ouais, on l'appelle la petite Afrique d'ailleurs à Paris. C'est ça, on a tout. Ouais. Tout ce qu'on veut, tu vois, les frères et sœurs, la nourriture, tous les habillements. C'est un mélange de culture ici, un mélange de voix venues d'ailleurs. C'est un peu comme votre musique. Tout à fait. C'est pourquoi j'adore Château-Rouge. La maman des mamans. Merci. Merci. Excuse-moi, maman. Pardon, maman. Excusez, hein. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils chantent là tous? Qu'est-ce qu'ils chantent? Mon ange. Ouais. Ils me disent Jarama, merci Oumou. Merci beaucoup, je vous aime. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci. Alors. Bon ben voilà, hein. Château-Rouge à Paris avec Oumou Sangaré, c'est complètement délirant, on a un peu de mal à circuler. Vous êtes en pleine préparation de votre prochain album. Je sais que vous êtes aussi en pleine préparation du 9e Festival international du Wassoulou. Ce festival, c'est votre bébé. C'est aussi votre façon à vous d'œuvrer pour la paix, la cohésion en Afrique. De quelle manière? Moi, ça me fait bientôt 40 ans que je suis sur la route, dans les festivals, à travers le monde. Et j'ai vu comment le festival aussi, c'est un outil de développement rapide. Et mon Wassoulou en avait besoin. Le Wassoulou a créé des grands artistes comme Kumba Sidibé, Toumani connaît des grands artistes, nationaux comme internationaux. Mais le Wassoulou recevait peu
Votre surnom, c'est la reine du Wassoulou. Moi, j'ai envie que vous me parliez un petit peu de cette identité culturelle et de la manière de la transmettre aux jeunes générations. Le Wassoulou, en fait, c'est 3 ethnies réunies. Nous sommes des Peuls, des Bambara et les Malinké. Donc, c'est 3 cultures réunies. Et sa particularité est le fait que ces 3 cultures différentes mais réunies qui donnent un son unique. Quand on entend seulement, on sait que c'est du Wassoulou. Vous avez conquis le monde avec votre voix puissante et vos textes engagés contre notamment la polygamie, les injustices faites aux femmes, les mariages forcés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au Mali et plus généralement en Afrique de l'Ouest, la situation s'améliore? Beaucoup. Quand j'ai commencé, c'était compliqué au début. Mais aujourd'hui, les femmes se réveillent beaucoup. Les commerçantes. Il y a beaucoup de femmes maintenant, même dans le gouvernement. Quand j'entends les jeunes filles comme Aya Nakamura qui disaient que je vais être comme Ousangare, ça veut dire à quelque part, c'est le résultat de ces combats-là. Donc du coup, franchement, je vois le changement. Beaucoup d'icônes vous rendent des hommages vibrants, à Naya Kamura, mais aussi Beyoncé. Est-ce que ça vous touche? C'est touchant, ça me donne le courage, ça me donne l'énergie, ça me donne envie de continuer le combat. C'est hyper important. Vous êtes aussi, Oumou, une femme d'affaires, avec un hôtel, des terres agricoles notamment. Dans votre pays, à quel moment vous avez eu envie d'investir et pourquoi vous avez eu envie d'investir dans l'économie de votre pays, en plus de votre carrière internationale? J'ai rencontré beaucoup d'artistes partout dans le monde, surtout les artistes américains qui font beaucoup de business. J'ai appris et vu que je suis en train d'encourager la femme à être autonome, je me suis dit, Oumou, ça fait plus de 20 ans que tu parles aux femmes. Maintenant, il faut montrer quelques petits exemples. Ouais. Donc, quand j'ai commencé à créer un hôtel. Et les femmes ont commencé à m'écrire, oh, oui, c'est bien, c'est gentil, mais bon. Mais nous, si nous n'avons pas l'argent de faire un hôtel, comment vous voulez qu'on se développe? J'ai dit, OK, ça c'est bien, effectivement. Je suis allée dans le champ. Et c'est de là que j'ai commencé à cultiver des hectares de maïs. J'ai fait des piscicultures, j'ai fait l'élevage des vaches. Donc, du coup, c'est des petits exemples que je voulais juste montrer. Et ces exemples ont beaucoup pris. On va regarder un petit peu dans le rétroviseur. Votre premier album a cartonné. Plus de 250 on dit 25 000, mais on dit 250 000. Mais c'était des millions de... Bon, c'était du jamais vu. C'était du jamais vu dans l'Afrique de l'Ouest. Dans l'Afrique de l'Ouest. Et vous n'aviez que 21 ans. C'est incroyable. Et je ne voulais même pas faire l'album, hein. Moi, je ne voulais pas. J'étais bien dans la rue. J'avais un succès fou si je n'étais pas allée dans ton mariage. Il y a eu des mariages annulés parce que Oumou Sangaré n'est pas venu. Il y avait un promoteur qui me dit, Oumou, il faut qu'on fasse un album. J'ai dit, quoi, un album? Non, je n'ai pas besoin. Si je fais un album et que ça ne marche pas, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa voiture, il me donne la clé de sa voiture. Prends la voiture, tu fais... J'ai dit, quoi, Oumou Sangaré dans la voiture? Je le fais, et tout de suite. Et quand j'ai fait cet album, mon Dieu, boum, partout dans le monde. Donc l'album a eu un succès fou. On part à présent à la rencontre d'une des rares virtuoses capables de briller aussi bien au violon qu'au violoncelle. À seulement 26 ans, Camille Berthollet a déjà vendu près de 500 000 albums et enchaîne les scènes du monde entier.
Elle revient aujourd'hui avec son projet le plus personnel, Legends, un album inspiré par l'univers celtique entre ballades irlandaises et thèmes cultes du cinéma. Bravo. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. On est très heureux de vous retrouver pour parler de cet album Legends. Alors c'est pas tout à fait le premier en solo, puisque le tout premier était déjà en solo, mais vous avez conquis le public aux côtés de votre sœur Julie. Qu'est-ce qui a motivé cette fois-ci cette envie de tracer votre propre chemin? Cet album avec des influences celtiques, ça faisait des années qui mûrissait en moi. Julie a eu un burn-out l'année dernière, donc ça fait déjà 1 an que j'ai pris le virage solo avec la tournée, et donc c'est tout naturellement que ce projet d'album et de tournée se prêtait parfaitement à cette année. Alors, dans cet album, il y a des ballades traditionnelles, mais il y a aussi des musiques de films, il y a aussi quelques-uns de vos collectors, des reprises de Sting, de U2. Oui. Comment est-ce que vous avez choisi les morceaux pour raconter votre propre histoire? Oui, en fait, il y a un lien irlandais ou celtique avec chaque titre. Par exemple, Sting, on sait qu'il a des influences celtiques depuis un long moment. Mais j'ai repris aussi des titres des Cranberries. Enya, c'était incontournable parce que je l'ai beaucoup écouté. Et c'était un plaisir de la reprendre au violoncelle, mais aussi des titres beaucoup plus traditionnels, très dansants. Et c'est vrai que c'est un album qui varie entre ces ballades qui me permettent de passer beaucoup d'émotions, et puis ces titres beaucoup plus joyeux qui ont beaucoup d'énergie. Bon, entre le violon et le violoncelle, il n'y a pas de choix à faire, vous aimez les deux autant? Non, j'ai toujours les deux. Je suis bien chargée, c'est pas discret, mais c'est mes deux bébés. Je suis quand même curieuse, ce violon, qu'est-ce qu'il a de particulier? Chaque instrument est particulier et on met toujours des années, voire toute une vie à s'y habituer. On peut toujours découvrir de nouvelles choses, mais on s'habitue à l'instrument et c'est avec le temps qu'on arrive à en sortir les plus belles notes. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. C'est l'heure de notre coup de cœur consacré à l'artiste qui a transformé le noir en lumière. Pierre Soulages est à l'honneur au Musée du Luxembourg. L'exposition révèle une facette plus intime de son travail, avec des œuvres sur papier, vibrantes et inédites. Nous allons découvrir ensemble une autre manière de regarder et de ressentir son art. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a un matériau qui est mis à l'honneur, c'est le brou de noix. Déjà, expliquez-nous ce qu'est le brou de noix. Il venait de Rodez. Son père était un artisan. Il avait vu des menuisiers utiliser le brou de noix, qui est un matériau naturel issu de la noix, comme son nom l'indique, et qui, une fois qu'il est chauffé, fait une espèce de pâte dont il s'est servi et qui trouvait répondre à ce qu'il cherchait. C'est-à-dire le brou de noix, c'est un matériau sombre, pas noir, mais qui peut être proche du noir, et en même temps qui a des qualités de transparence, des qualités de luminosité qui lui plaisaient beaucoup. Donc c'est un matériau, si je comprends bien, qui permet une émergence de la lumière à travers le noir sur le papier. Le fondement de l'œuvre de Soulages, c'est la lumière. Et donc pour travailler cette lumière, c'est par contraste évidemment, et le noir éclaire le blanc. On poursuit? On regarde le reste de l'exposition. D'accord. Et c'est finalement la seule chose que j'ai fait. Certaines de ces œuvres sont inédites, elles étaient restées dans l'atelier de l'artiste. Qu'est-ce qu'elles nous racontent de plus personnel, de plus intime peut-être sur Pierre Soulages? Compte tenu de formats qui sont plus petits, compte tenu de la matière qu'il utilise, qui lui permet de travailler beaucoup plus rapidement, c'est pas du tout la même démarche que sur toile. Et en même temps, évidemment, c'est le même peintre. Donc ça raconte, je dirais, une autre histoire et la même histoire en même aussi. Alors quand vous dites que c'est un autre matériau, le papier,
il y a peut-être une instantanéité sur papier qu'il n'y a pas forcément sur la toile. Oui, il y a une rapidité, alors que la toile, l'huile, exactement sur la toile, c'est lent, ça met du temps à sécher, c'est beaucoup plus fastidieux de travailler avec de l'huile. Et donc, il est très heureux de faire les deux à la fois. Et sur papier, comme il dit, il se jette sur le papier. Il en fait beaucoup. Et il va continuer d'en faire de façon très, très variée, avec des formats différents, parfois plus grands. Et ça n'aura jamais, évidemment, l'immense format de certains polyptyques sur toile. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures du Paris des Arts. À bientôt.